Je m'appelle Laura et j'ai 32 ans. Je travaille comme comptable dans une société de commerce international. Rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures. Je vis en location dans un appartement dans l'est de la ville. Petit, mais douillet. Un samedi sur deux, je vais dîner chez mes parents. C'est devenu une routine que je n'arrive pas à briser. Même si la moitié du temps, je préférerais rester à la maison à enchaîner les séries sur Netflix. Mais la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? C'est ce que ma mère dit toujours. Ce samedi en particulier a commencé comme tous les autres. Je me suis garée dans l'allée de mes parents et j'ai vu la vieille Clio toute cabossée de ma sœur Julie déjà là. Julie a 3 ans de plus que moi. Elle a 35 ans et 3 enfants. Emma, qui a 12 ans, Hugo, 10 ans, et la petite Sophie, qui vient d'avoir 8 ans. Ce sont de bons enfants, ne vous méprenez pas, mais ils sont une sacrée poignée. Et Julie? Eh bien, elle a divorcé il y a 2 ans, et depuis, c'est un véritable tourbillon. Le truc, c'est que mes parents paient la moitié du loyer de Julie, et moi, je paie l'autre moitié. Non pas que ça me dérange d'aider les enfants. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Mais parfois, je me demande si Julie ne ferait pas un peu plus d'efforts pour se remettre sur pied si elle ne recevait pas autant d'aide. J'ai frappé à la porte et j'ai entendu le chaos habituel de l'intérieur. Des enfants qui crient, la voix de ma mère essayant de rétablir l'ordre et la télé de mon père qui braillait une émission de sport. « C'est Laura !» a crié ma mère en ouvrant la porte. Maman a 58 ans, travaille encore à temps partiel à la bibliothèque municipale et a cette façon de faire sonner chaque événement comme une crise ou une célébration. Il n'y a pas de juste milieu avec elle. Papa a levé les yeux de son fauteuil inclinable et a hoché la tête. Il a 61 ans, a pris sa retraite de la poste l'année dernière et passe le plus clair de son temps à regarder le sport ou à se plaindre de ses médicaments pour la tension. « Salut ma grande », a-t-il dit. « Comment ça va au boulot ?»« La routine. Les chiffres ne mentent pas, mais les gens essaient bien de les faire mentir. » Il a gloussé et est retourné à son match. Je me suis dirigée vers la cuisine où j'ai trouvé Julie en train d'essayer d'empêcher Sophie de tirer les cheveux d'Hugo, tandis qu'Emma était assise au comptoir, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Voici ma sœur Julie. Elle est jolie, elle l'a toujours été, avec des cheveux blonds et des yeux bleus qu'elle sait utiliser à son avantage. Mais c'est aussi le genre de personne qui pense que le monde tourne autour de ses problèmes. Depuis son divorce, elle s'est lancée dans une mission pour trouver un nouveau mari, enchaînant les rendez-vous galants et laissant les enfants à quiconque est disponible, c'est-à-dire généralement moi. Au moins 2 fois par semaine, Julie débarque à mon appartement après le travail, avec ses 3 enfants dans les pattes. Elle a ce regard sur le visage. Vous savez, celui qui dit qu'elle a besoin d'un service, mais qu'elle va faire comme si c'était elle qui vous en rendait un. « Salut Laura », dit-elle. « Je sais que c'est à la dernière minute, mais j'ai un rendez-vous ce soir et j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour garder les enfants. » Et que suis-je censée dire? Non, laissons les enfants souffrir parce que leur mère ne sait pas s'organiser. Alors, je finis par annuler mes projets, commander des pizzas pour 4, et passer ma soirée à arbitrer des disputes et à essayer de faire leurs devoirs à 3 enfants qui n'en ont aucune envie. Emma, ça va. Elle est presque une adolescente et reste principalement dans son coin. Mais Hugo et Sophie, ce sont de véritables petites tornades. Ils se disputent constamment. Ils sont difficiles pour la nourriture et ils ont plus d'énergie qu'une centrale électrique. Quand Julie revient vers 23 heures, je suis épuisée et ils sont enfin endormis. « Tu es la meilleure sœur du monde », me dit-elle en récupérant les enfants endormis. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Puis elle s'en va et je me retrouve à nettoyer le désordre en me demandant pourquoi je ne dis jamais non. Les week-ends sont encore pires. Julie et maman décident qu'elles ont besoin d'aller faire du shopping et, d'une manière ou d'une autre, je me retrouve à garder les enfants toute la journée. On ne me le demande pas, on me le dit. Comme si c'était une évidence que je n'ai rien de mieux à faire de mon temps. J'ai déjà essayé d'en parler. J'ai dit des choses comme « Julie, j'ai besoin de temps pour moi aussi » ou « Peut-être qu'on devrait établir un planning pour que ce ne soit pas toujours à la dernière minute. » Mais à chaque fois, elles se mettent à pleurer et à parler de la difficulté d'être une mère célibataire et de son besoin de trouver quelqu'un qui puisse être un père pour ses enfants. Puis mes parents interviennent avec leur sermon favori sur le fait que la famille passe avant tout et que je suis égoïste de ne pas vouloir aider ma sœur dans le besoin. Égoïste. Comme si je n'avais pas aidé pendant les 2 dernières années. Mais ce soir-là semblait différent.
Alors que nous nous asseyions tous pour dîner, Julie avait un air particulier. Elle rayonnait littéralement et n'arrêtait pas d'échanger des regards complices avec mes parents. « Alors, dit-elle en coupant son rôti de bœuf, j'ai une nouvelle à vous annoncer. » Mes parents ont hoché la tête, comme s'ils savaient déjà ce qui allait suivre. « J'ai rencontré quelqu'un, » a poursuivi Julie. « Il s'appelle David, et il est vraiment génial. On se voit depuis environ 3 semaines maintenant. C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman, rayonnante. Le truc, a continué Julie, c'est que je pense vraiment que ça pourrait être quelque chose de sérieux. Il est différent des autres hommes avec qui je suis sortie. Il est stable, il a un bon travail et il cherche une relation durable. J'ai attendu que le couperet tombe. Il y a toujours un couperet avec Julie. La seule chose, dit-elle en jetant un coup d'œil aux enfants qui faisaient un carnage avec leur nourriture, c'est que je ne lui ai pas encore parlé d'Emma, d'Hugo et de Sophie. Je veux être sûre que notre relation est solide avant de les intégrer. J'aurais dû le voir venir. Julie ne partage jamais simplement de bonnes nouvelles. Il y a toujours une contrepartie, toujours quelque chose dont elle a besoin. Bref, a poursuivi Julie, ignorant complètement le fait que Sophie lançait maintenant des petits pois sur Hugo à travers la table. David m'a demandé de partir en week-end avec lui. Il y a une station de montagne très sympa à environ 2 heures d'ici, et il nous a réservé un chalet. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Ça y est. Le truc, a dit Julie en me regardant droit dans les yeux maintenant, c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour garder les enfants, juste pour le week-end, de samedi matin à dimanche soir. J'ai posé ma fourchette. Ce week-end, Julie, je ne peux pas. C'est la fête d'anniversaire de ma meilleure amie Amélie samedi soir. J'ai déjà confirmé ma présence et tout. La table est devenue silencieuse. Même les enfants ont arrêté leurs bêtises et ont levé les yeux. Avant que Julie ne puisse répondre, maman est intervenue. « Laura, ma chérie, ta sœur est plus importante que la fête d'anniversaire d'une amie. » « Une amie ?» J'ai senti ma voix monter. Amélie est ma meilleure amie depuis l'université. Et j'en ai marre d'être la babysitter par défaut à chaque fois que Julie a un rendez-vous. Les yeux de Julie se sont embués de larmes. « Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Je suis réaliste, je les garde déjà 2 fois par semaine. Je paie la moitié de ton loyer. Quand est-ce que j'ai le droit d'avoir une vie? Tu es égoïste, a dit maman sèchement. Julie a besoin de construire sa vie personnelle. Alors peut-être qu'elle devrait parler des enfants à David au lieu de mentir. Le visage de Julie est devenu blanc, puis rouge. Elle a attrapé son sac à main et les sacs à dos des enfants, les traînant presque jusqu'à la porte. Sophie pleurait maintenant, ne comprenant pas pourquoi tout le monde était en colère. J'ai entendu la portière de la voiture claquer et le moteur démarrer. La maison est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge comptoise dans le couloir. Puis ça a commencé. « Tu es contente maintenant ?» a demandé maman, sa voix glaciale. C'est une mère célibataire qui traverse une période difficile. Elle mérite de trouver quelqu'un qui puisse être un père pour ses enfants. Et moi, je mérite d'avoir ma propre vie. Tu es égoïste, Laura. La famille passe avant tout. Très bien, puisque la vie amoureuse de Julie vous tient tant à cœur, gardez Emma, Hugo et Sophie pour le week-end. Je ne peux pas faire ça, a dit maman immédiatement. Mon dos me fait un mal de chien toute la semaine. Je l'ai bloqué en déplaçant cette bibliothèque et j'ai des problèmes de tension, a ajouté papa. Le médecin dit que je dois éviter le stress. 3 enfants pendant tout un week-end, c'est trop. Ils ont continué pendant 20 minutes. Ils m'ont attaqué en tandem avec des culpabilisations et des accusations. J'étais égoïste. J'étais ingrate. Je ne comprenais pas ce que signifiait la vraie responsabilité. Julie avait tout sacrifié pour ses enfants, et le moins que je puisse faire était de l'aider à trouver le bonheur. Quand ils ont eu fini, j'avais l'impression d'avoir été heurtée par un camion. C'étaient mes parents, les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, et ils me traitaient comme une sorte de monstre parce que je voulais aller à la fête d'anniversaire de mon ami. « D'accord, ai-je dit finalement, je les garderai. »« Oh ma chérie, c'est merveilleux. Je savais que tu finirais par accepter. Tu es une si bonne sœur. » Je suis rentrée chez moi, hébétée. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Amélie. « Salut ma belle, quoi de neuf? Je ne pourrai pas venir demain soir. Urgence familiale. »« Oh non, tout va bien? » ?»« Oui, ça ira. Je suis désolée. Je sais tout le travail que tu as mis dans l'organisation. Ne t'inquiète pas pour ça, il y aura d'autres anniversaires. » Mais en raccrochant, je me suis demandé s'il y aurait d'autres amitiés. Le samedi matin est arrivé trop vite.
À 9 heures précises, Julie s'est présentée à ma porte avec 3 sacs de sport et un immense sourire. « Tu me sauves la vie », a-t-elle dit, presque en sautillant. J'ai emballé assez de vêtements pour 2 jours et il y a des goûters dans le sac d'Emma. Oh, et Hugo a besoin de son inhalateur s'il s'agite trop. Le week-end a été un cauchemar. Hugo et Sophie se sont disputés sans arrêt. Emma était d'humeur massacrante et demandait sans cesse quand sa mère revenait. Il n'aimait rien de ce que je cuisinais. Il se plaignait de s'ennuyer. Ils ont mis mon salon sens dessus dessous avec leurs jouets et leurs jeux. Le dimanche après-midi, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer des sandwichs, j'ai entendu un fracas venant du salon. J'ai couru pour trouver l'écran de ma télévision fissuré et Hugo debout, une télécommande à la main. « Je ne l'ai pas fait exprès », a-t-il dit en commençant à pleurer. « C'est Sophie qui m'a poussé et je l'ai lancé. »« C'est même pas vrai », a crié Sophie en retour. Mon tout nouveau téléviseur, celui pour lequel j'avais économisé pendant des mois, détruit. J'ai passé le reste de la journée à essayer de comprendre comment le faire réparer, tout en empêchant les enfants de détruire autre chose. Le dimanche soir, Julie est enfin arrivée vers 20 heures. Elle avait l'air détendue et heureuse, comme si elle avait passé le meilleur week-end de sa vie. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé, jetant à peine un coup d'œil aux enfants qui mettaient déjà leurs chaussures. « Ils ont cassé ma télé. »« Oh, c'est dommage », a-t-elle haussé les épaules. « Allez, les enfants, on rentre. » C'était tout. Pas d'excuses, pas d'offre pour aider à payer les réparations. Pas de merci pour avoir sacrifié mon week-end. Elle les a embarqués et est partie. Et je me suis retrouvée seule dans mon appartement avec une télévision cassée et une odeur de jus de fruits incrustée dans mon tapis. Quelques semaines ont passé. J'ai fait réparer la télé, ce qui m'a coûté 300 €. J'ai rattrapé le travail que j'avais manqué en m'occupant des enfants tout le week-end. J'ai essayé de revenir à la normale. Puis j'ai croisé Sarah à l'épicerie. Sarah est une amie de Julie, mais nous étions devenus proches au fil des ans. C'est l'une des rares personnes qui sait à quel point Julie compte sur moi pour le babysitting. Laura, salut. Elle avait l'air un peu mal à l'aise en me voyant. Écoute, je dois te dire quelque chose. Je ne devrais probablement pas, mais je pense que tu dois savoir. Mon estomac s'est noué. Quoi? J'ai pris un café avec Julie hier et elle m'a parlé de ses projets avec David. Quel projet? Sarah a regardé autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Elle veut qu'il emménage avec elle, mais elle ne lui a toujours pas parlé des enfants. Comment ça? Elle prévoit d'envoyer Emma, Hugo et Sophie vivre chez toi pendant quelques mois, juste le temps qu'elle puisse habituer David à l'idée d'avoir des enfants. Je l'ai dévisagé. Elle veut quoi? Elle se dit que tu peux t'occuper d'eux pendant la journée quand tu es au travail. Peut-être engager une babysitter si tu en as besoin. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas puisque tu n'as pas d'enfant. Une babysitter que je paierais? Ben oui. Elle a dit qu'elle serait juste financièrement avec David vivant là. J'ai remercié Sarah et j'ai réussi à finir mes courses, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le plan de Julie. Elle voulait me refiler ses enfants pendant des mois, me faire payer leur garde et mentir à David sur leur existence. Comment pouvait-elle même imaginer une chose pareille? Après que Sarah m'ait parlé du plan de Julie, je n'ai pas pu dormir pendant 2 jours. Chaque fois que je fermais les yeux, je m'imaginais rentrer du travail pour trouver 3 enfants qui m'attendaient, jour après jour, pendant des mois. Je me voyais payer des babysitters que je ne pouvais pas me permettre pendant que Julie jouait à la petite maison avec David, prétendant qu'elle n'avait pas d'enfant. Au début, j'ai pensé à la confronter. Je me suis imaginé l'appeler et lui hurler à quel point elle était égoïste et folle. J'ai pensé débarquer chez mes parents et leur dire exactement ce que je pensais du dernier stratagème de leur précieuse fille. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Si je faisais une grande scène, ils me culpabiliseraient à nouveau. Maman pleurerait sur la vie difficile de Julie. Papa me ferait la morale sur la loyauté familiale. Julie sangloterait en disant que je ruinais sa chance de bonheur. Et d'une manière ou d'une autre, je finirais quand même par garder ses enfants. Alors, j'ai décidé d'être plus maligne. Le lendemain matin, j'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Dubois. C'est un homme plus âgé qui possède 3 biens locatifs en ville. J'ai été une bonne locataire pendant 2 ans. J'ai toujours payé à temps. Je n'ai jamais causé de problème. Monsieur Dubois, c'est Laura Mitchell. Je dois vous demander s'il est possible de rompre mon bail plus tôt pour des raisons familiales. Le plus tôt possible. Eh bien, vous avez été une si bonne locataire, Laura.
Si vous pouvez être parti d'ici la fin de la semaine prochaine, nous serons quittes. J'ai de toute façon quelqu'un d'intéressé par l'appartement. » J'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. J'avais 2 semaines pour trouver un nouvel endroit et déménager. 2 semaines avant que le plan de Julie ne soit mis à exécution. Je passais mes pauses déjeuner à chercher un appartement. Je voulais quelque chose de l'autre côté de la ville, assez loin pour que Julie ne puisse pas simplement débarquer à l'improviste. J'ai trouvé un endroit parfait, un 2 pièces dans une résidence près de la rivière. C'était en fait moins cher que mon logement actuel, et le propriétaire pouvait m'installer en 1 semaine. J'ai pris des jours de congé pour emballer et déménager. Je n'ai dit à personne ce que je faisais, ni à mes parents, ni à Julie, ni même à Amélie. J'ai juste tranquillement transféré mes affaires dans le nouvel appartement, carton par carton. Le jeudi, j'étais complètement installée dans mon nouveau chez-moi. J'étais assise dans mon nouveau salon à manger un plat chinois à emporter quand mon téléphone a sonné. C'était maman. « Laura, ma chérie, je voulais t'inviter à dîner samedi. Ton père prépare ses fameux travers de porc au barbecue. » Sa voix sonnait bizarre, comme si elle essayait trop fort de paraître désinvolte. Je savais exactement pourquoi elle appelait. Ce serait le dîner où il me présenterait le plan de Julie. Le samedi après-midi, je me suis rendue chez mes parents en sachant que ce serait probablement le dernier dîner de famille que j'aurais avant longtemps. Mais j'étais prête. La voiture de Julie était déjà dans l'allée quand je suis arrivée. Par la fenêtre, je pouvais voir Emma, Hugo et Sophie courir dans le jardin pendant que papa s'occupait du barbecue. « Laura !» m'a serré maman dans ses bras quand je suis entrée. « Tu tombes à pic. On est presque prêt à manger. » Nous nous sommes assis à la table de pique-nique dans le jardin. Les enfants se tenaient relativement bien, probablement parce qu'ils étaient dehors et avaient de la place pour courir. « Alors » a dit Julie après que nous ayons mangé quelques minutes, « j'ai une nouvelle excitante. » Maman et papa ont échangé des regards. Ils savaient très bien ce qui allait arriver. David et moi avons décidé de passer à l'étape supérieure. Il va emménager avec moi pour quelques mois, un peu comme un essai avant de parler de fiançailles. « C'est merveilleux, ma chérie », a dit maman. « Le truc, » a poursuivi Julie en me regardant, « c'est qu'il n'est pas encore prêt à se lancer dans la vie de famille. Alors, j'ai pensé que peut-être Emma, Hugo et Sophie pourraient rester avec toi pendant un certain temps. Juste le temps que David se fasse à l'idée d'avoir des enfants. » J'ai hoché la tête et j'ai continué à manger mes travers de porc. « Ce ne serait que pour quelques mois, » a poursuivi Julie. « Et je sais que tu aurais besoin d'aide pendant la journée quand tu es au travail, alors j'ai pensé que tu pourrais trouver une babysitter. Je veux dire, tu n'as pas d'enfant, donc tu as plus de flexibilité avec ton argent. » Toujours hochant la tête, toujours mangeant. Une fois que David verra à quel point je suis géniale dans une relation, il sera prêt à rencontrer les enfants et à devenir leur beau-père. C'est parfait pour tout le monde. Maman est intervenue. Nous pensons que c'est une merveilleuse opportunité pour Julie de sécuriser son avenir et les enfants adorent passer du temps avec toi. C'est vraiment important pour le bonheur de Julie, a ajouté papa. Ce pourrait être sa chance de donner à ses enfants une vraie famille. J'ai fini ma dernière bouchée et je me suis essuyé les mains sur ma serviette. Vous pensiez faire ça quand ? Eh bien, a dit Julie, j'espérais peut-être samedi prochain. Le bail de David se termine à la fin du mois, donc nous voulons prendre un nouveau départ. Samedi prochain, donc dans 1 semaine. Exactement. Je sais que le préavis est court, mais tu es si douée avec les enfants et tu n'as pas vraiment d'autres projets. J'ai souri. Ça me semble parfait. Le visage de Julie s'est illuminé. Vraiment ? Oh mon Dieu, Laura. Merci beaucoup. Ça va tout changer pour nous. Les enfants adoreront vivre avec leur tante et David tombera amoureux de moi sans aucune distraction. Nous avons fini de dîner et j'ai aidé à débarrasser. Julie rayonnait littéralement en me parlant de ses projets de redécoration de l'appartement pour le rendre plus adulte, sans affaires d'enfants partout. « Je les amènerai samedi matin avec toutes leurs affaires », a-t-elle dit pendant que nous chargions le lave-vaisselle. « Ils auront besoin de leurs vêtements d'école et de tout, puisqu'ils resteront toute la semaine. » « Bien sûr. Et je te donnerai de l'argent pour la baby-sitter une fois que David et moi serons installés. » « D'accord. » Quand je suis partie ce soir-là, Julie m'a serré plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « Je t'aime tellement, Laura. Tu me sauves la vie. » Je suis retournée à mon nouvel appartement, dont ma famille ne connaissait même pas l'existence, et j'ai souri tout le long du trajet. Le samedi matin allait être très intéressant. Le samedi matin, je me suis réveillée dans mon nouvel appartement et je me suis fait un café.
Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rivière couler, et j'ai attendu. Je savais exactement ce qui se passait de l'autre côté de la ville. À 9 heures précises, Julie serait en train de frapper à la porte de mon ancien appartement avec 3 enfants et assez de bagages pour des mois. Elle serait probablement excitée, peut-être même soulagée de se débarrasser enfin de son fardeau pour que David puisse emménager sans rien savoir d'eux. Mon téléphone a commencé à sonner à 9h15. Le nom de Julie s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau à 9h20, puis à 9h25. J'ai coupé le volume et j'ai repris mon café. À 10h, j'avais 12 appels manqués et 15 messages textes. Je les ai finalement ouverts. « Où es-tu, Laura? On est devant ton appart, mais personne ne répond. Pourquoi y a-t-il un numéro de téléphone scotché sur ta porte? On a appelé le numéro et c'est ton propriétaire. Il dit que tu as déménagé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas drôle. David est censé emménager aujourd'hui. » Puis mes parents ont commencé à appeler. Le nom de maman est apparu sur mon écran encore et encore. Papa m'a envoyé un texto. « Appelle-nous immédiatement. Ta sœur a besoin de toi. » À 11h, Julie a envoyé un long message. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Ton propriétaire dit que tu as déménagé la semaine dernière. Où es-tu? » David arrive avec ses affaires cet après-midi. Les enfants ont peur et sont perdus. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allée me promener le long de la rivière. Quand je suis revenue 1 heure plus tard, j'avais 23 appels manqués. Les messages devenaient de plus en plus désespérés. « Laura, s'il te plaît, je t'en supplie, je ne sais pas quoi faire avec les enfants. David vient d'appeler. Il charge son camion maintenant. J'ai besoin que tu prennes Emma, Hugo et Sophie tout de suite. Tout mon avenir en dépend. Tu ne peux pas me faire ça. » Je me suis préparée à déjeuner et j'ai lu un livre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, mais je l'ai ignoré. Vers 16h, j'ai reçu un message de Julie qui disait juste « Je te déteste ». À 18h, ma cousine Rachel a appelé. Rachel a l'âge de Julie, mais elle est bien plus sensée. Nous nous sommes toujours bien entendus. « Laura, Dieu merci tu réponds. Je viens de raccrocher avec ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai tout raconté à Rachel. Le babysitting constant. Le plan de Julie de me refiler les enfants pendant des mois. Le week-end désastreux où ils ont cassé ma télé. La façon dont mes parents prenaient toujours le parti de Julie. Rachel est restée silencieuse un long moment. Bon Dieu, Laura, je ne savais pas que c'était si grave. Personne ne le savait parce qu'à chaque fois que j'essayais d'en parler, on me disait que j'étais égoïste. Alors, tu as juste disparu. J'ai déménagé. J'ai un nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Ils ne peuvent pas me trouver parce que je ne veux pas être trouvée. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais je ne retournerai pas être la babysitter gratuite de Julie. Bien joué, a dit Rachel. Honnêtement, bien joué. 2 semaines plus tard, Rachel a rappelé. Tu ne vas pas le croire. J'ai eu toute l'histoire sur ce qui s'est passé avec David. Quand Julie n'a pas pu t'amener les enfants, elle s'est retrouvée coincée. David est arrivé avec son camion de déménagement, prêt à s'installer, et il y avait là 3 enfants dont il n'avait jamais entendu parler. Julie a dû avouer qu'elle lui mentait depuis des mois sur le fait d'avoir des enfants. Il était tellement en colère à cause de la tromperie qu'il a remballé ses affaires et est parti sur le champ. Je n'étais pas surprise, mais je me sentais un peu triste pour les enfants. Ils ne méritaient pas d'être traités comme des secrets honteux. Comment le prend-elle? Pas bien. Elle a appelé tout le monde dans la famille pour essayer de les convaincre de te faire revenir. Mais honnêtement, Laura, les gens commencent à voir clair dans son jeu. L'oncle Michel a demandé à maman pourquoi on attendait de toi que tu élèves les enfants de Julie, alors que c'est à Julie de le faire. Quelques jours plus tard, maman a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussée à décrocher. Laura, sa voix était froide. Il faut qu'on parle. Tu as détruit la vie de ta sœur. David était parfait pour elle. Et maintenant il est parti parce que tu as refusé d'aider ta famille. Maman, Julie a détruit sa propre relation en mentant sur le fait d'avoir des enfants. Elle protégeait son avenir. Elle était malhonnête et elle attendait de moi que je l'aide à mentir. Tu t'exclus de cette famille par ton égoïsme. Vous m'avez exclu les premiers quand vous avez décidé que ma vie n'avait pas autant d'importance que celle de Julie. Maman est restée silencieuse un instant. Qu'est-ce que tu attends de nous, Laura? Je veux que vous compreniez que je ne suis pas le parent de secours de Julie. Je ne suis pas sa babysitter gratuite. J'ai ma propre vie.
Alors, tu n'aideras plus jamais avec les enfants? Je ne serai plus jamais considérée comme acquise. Je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. Je suppose que non. Elle a raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Julie. C'était brutal. Tu es morte pour moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu as ruiné ma vie et je ne te le pardonnerai jamais. Après avoir lu ce message, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des semaines. Je me suis connectée à mon compte en banque et j'ai annulé le virement automatique pour le loyer de Julie. La moitié de son loyer venait de disparaître, comme ça. J'ai fait une capture d'écran de l'annulation et je l'ai envoyée par texto à Julie avec un message. Puisque je suis morte pour toi, j'ai pensé que tu ne voudrais pas non plus de mon aide pour ton loyer. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de maman aussi, et celui de papa. Pour la première fois en 2 ans, mes week-ends m'appartenaient. Je pouvais faire des projets sans m'inquiéter de voir Julie débarquer avec 3 enfants. Je pouvais sortir après le travail sans vérifier mon téléphone pour des demandes de babysitting d'urgence. Je pouvais vivre ma propre vie. Amélie m'a organisé une fête d'anniversaire en retard pour compenser celle que j'avais manquée. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit pendant que nous mangions du gâteau. Plus heureuse. Je me sens différente, comme si je pouvais à nouveau respirer. Cela fait maintenant 3 mois que j'ai disparu de la vie de ma famille. Je ne sais pas quand, ni si, je leur reparlerai. Une partie de moi me manque, surtout les enfants, mais les culpabilisations constantes ne me manquent pas. Le fait d'être traitée comme si mon temps et mon argent n'avaient pas d'importance ne me manque pas. Rachel me donne des nouvelles parfois. Julie a dû déménager dans un appartement moins cher quand elle n'a plus pu payer le loyer. Elle sort de nouveau avec des hommes, mais cette fois, elle est franche sur le fait d'avoir des enfants dès le premier rendez-vous. Maman et papa hainent davantage pour le babysitting maintenant que je ne suis plus disponible. Peut-être qu'un jour, nous arrangerons les choses. Peut-être que Julie s'excusera d'avoir profité de moi. Peut-être que mes parents réaliseront qu'aimer sa famille ne signifie pas sacrifier toute sa vie pour eux. Mais en attendant, j'apprends ce que c'est que de se faire passer en premier. Et c'est plutôt agréable. Fin de l'histoire.